Et voilà, nous voilà dans la deuxième partie du travail qu'on est en train de faire afin d'obtenir un objet qui serait en test pour au niveau des outils d'impression 3D. Donc j'étais en train d'encurver, de terminer le texte, l'objet texte, et là je lui ai mis l'outil d'incurvation. J'ai dû chercher pas mal l'axe d'orientation de cet outil-là. Il est pas, moi en tout cas, j'ai un tout petit peu du mal à le trouver. Donc maintenant ces choses faites et ça me permet à l'incurver pour pouvoir l'insérer dans le cylindre à une petite échelle, à une plus petite échelle que ça. Donc je clique sur le texte, je fais convertir en objet ici. Voilà le texte déjà déformé. Et je peux effacer l'ancien avec le déformateur. Par contre, le texte ici, il est un petit peu grand. Donc, mon centre est fortement décalé. Donc, je me mets en mode centre pour le placer. Même j'aurais tout à gagner si je le mets exactement au centre de l'univers, comme ça. Et là, en faisant une mise à l'échelle, je peux le tourner et le placer quelque part. Voilà, ça n'a pas une grande importance où est-ce qu'il se trouve exactement, c'est du moment où il est mis dedans. Voilà, quelque chose, ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je ne vais pas faire plus que ça. Et puis maintenant, je vais fusionner tous ces éléments. Donc, on sélectionne tout, on fait connecter les objets plus supprimer. Et on va exporter dans le format STL. Donc, fichier, exporter, STL. C'est le format qu'on avait dit. Donc, ici, on va faire bracelet. Ou bien juste export STL. Ou export mesh mixer. Export mesh mixer. Comme ça. Enregistrer. L'échelle. L'échelle, on va le faire .1. Parce que sinon, c'est un peu grand. C'est des mètres ici. Donc, ok. Et on va ouvrir Mesh Mixer. Déjà ouvert. Donc je vais le fermer pour le rouvrir. Ça, je n'ai pas besoin de... je n'ai pas besoin de la version précédente. Et je fais importer. Export Mesh Mixer. Ouvrir. Et donc, on va faire ce qu'on avait fait la dernière fois. Un procédé qui s'appelle voxelisation. Donc ici, il va nous indiquer des petites choses un petit peu en rouge, comme ça, parce que c'est les intersections ici qui sont problématiques, effectivement. Et on va essayer d'unifier l'objet. Je vous dis tout de suite qu'on va avoir des soucis avec ça, mais c'est l'objectif là, ça va être, on va chercher les problèmes. On va chercher les problèmes parce que vous allez pouvoir trouver plein de formations dans lesquelles tout roule parce que les éléments sont simples. Et après, quand vous avez votre propre projet personnel, c'est là que vous avez tout le paquet des choses un petit peu embêtantes qu'on ne sait pas comment régler. Donc, moi, j'ai essayé de créer une sorte de collecteur de soucis où il va y avoir tous les problèmes possibles et imaginables pour voir un après l'autre comment les régler. Et donc, pour ça, je vais aller dans le menu Edit. Et je vais faire la commande qui s'appelle Make Solid, qui est en fait, il va créer
une peau qui va envelopper tout ça, il va tout fusionner. Quand on fait Make Solid au début, il fait un calcul préalable qui est un calcul en basse résolution. Donc il ne va pas être suffisant, mais nous n'avons pas ici, pour l'instant, on ne peut pas le configurer autrement. Donc il faut attendre qu'il fasse ce calcul. Vous allez voir ce que ça va donner, ça va être une sorte de... ça va être très basique et imparfait. Et après on va mettre les paramètres au maximum. Donc pour voir un petit peu jusqu'où il peut aller. Là c'est une commande qui va un petit peu... ce sont des commandes qui sont un petit peu lentes. Moi je fais ça avec un ordinateur portable Alienware d'il y a 3-4 ans déjà, avec un 8 cœurs, un processeur à peu près moyen. Donc voilà ce que ça fait. Ce n'est pas grave parce que ça c'est juste le calcul de base, c'est pas mal, c'est chouette. Mais bon, maintenant on va augmenter la QIT au maximum. Et on va augmenter la densité du mesh aussi au maximum. Parce que, oui, il faut quand même, il y a du chemin jusqu'à ce qu'il arrive à voxeliser correctement tout ça. Et puis, on va faire update à ce moment-là. Et là, il va réfléchir, un tout petit peu plus longtemps. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer Shapeways. Shapeways, c'est le site sur lequel on va télécharger l'objet pour voir un tout petit peu, pour utiliser les outils en ligne. Donc sur Shapeways, je l'ai utilisé pendant des années pour mon travail d'artiste. Donc ce que vous devez faire, la première chose que vous devez faire, c'est vous enregistrer. Tout est l'enregistrement évidemment gratuit, et là vous allez avoir plein de solutions en ligne. Vous pouvez vous promener dans le site. Moi ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisé, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc moi-même je dois découvrir. Donc vous avez tout de suite des exemples des choses qui peuvent être imprimées. Je vais juste jeter un coup d'œil où est-ce qu'on en est. Ok, donc il continue à faire la voxelisation. Vous avez ici ce qui est passionnant, ce sont les matériaux. C'est une matériothèque dans lequel vous avez les différents matériaux avec des exemples, avec des photos d'une assez bonne résolution. Donc vous voyez l'aspect, la taille. Et vous avez un PDF quelque part que vous pouvez télécharger, dans lequel vous avez, pour chaque matériau, vous avez l'épaisseur minimale, la taille maximale à laquelle la machine peut imprimer. Et aussi, vous avez un outil d'analyse de la qualité de votre objet, mais aussi qui va vous donner le prix. Et comme ça, quand vous téléchargez l'objet, il va y avoir l'outil en ligne qui va vous dire les défauts. Et aussi, il va calculer, il va vous faire une liste déjà il va vous dire dans combien de matériaux votre objet est imprimable, parce que souvent il ne peut pas être imprimé s'il est trop complexe un objet comme ça, il ne peut pas être imprimé en céramique, parce qu'il y a un matériau céramique par exemple ou d'autres. Et les prix peuvent varier x6, x7. Donc, si dans le matériau le plus basique, qui est de ce type-là, qui est tout blanc, comme ça, ça s'appelle versatile plastique. Si vous avez 10 euros, ben, si vous voulez l'imprimer en métal, ça peut être, les 10 euros peuvent devenir facilement 60 ou 70 euros. Donc voilà, mais ça, même sans dépenser un centime, à partir du moment où vous avez déjà des objets, vous pouvez les télécharger sur le site, se familiariser avec les matériothèques, avec les différentes contraintes. Il y a ici, vous avez le guide
de matériaux, c'est le même. Logiquement, il doit y avoir. Donc voilà, il suffit juste de cliquer sur l'icône et là vous avez tous les différents paramètres du matériau en question. Voyons un petit peu. Donc voilà, ça c'est la voxelisation qu'il a fait avec les paramètres déjà très élevés. Vous voyez qu'il a réussi à tout fusionner et pourtant il se trompe. Vous voyez, il y a des polygones un tout petit peu qui apparaissent de tous les côtés et il n'y a pas un ou deux. Donc s'il y en avait des accidents comme ça, s'il y en avait 2-3, on aurait pu les enlever dans Cinema 4D, mais ici il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Tout à l'heure, quand je préparais le cours, j'avais fait un objet qui était un tout petit peu, je l'ai un tout petit peu plus subdivisé avant de l'exporter. Et là, j'avais moins d'accidents que ça. Maintenant, ici, il y a quand même un certain nombre. Et donc, si maintenant j'exporte cet objet-là, ce que je vais d'ailleurs faire, donc je fais File, Export, donc vers Cinema 4D. Je vais faire encore une fois un. Je suis dans le bon dossier, ok, enregistré. Il dit que l'objet est quand même assez complexe et il va être très lourd pour pouvoir l'ouvrir aussi sur Cinema 4D parce que j'ai mis vraiment les paramètres au maximum. Ce que je vais peut-être essayer, non, je ne pense pas, parce que même si je modifie légèrement les paramètres, peut-être que ça vaut la peine essayer avec cette option là pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc le même objet, tout à l'heure j'avais quelques petits artefacts et je l'ai ouvert dans ZBrush. J'ai fait la même opération qui s'appelle ici Dynamesh. Il faut juste cliquer sur le bouton et là il l'a fait. Et je vais pratiquement zéro artefact sur mon objet. Donc je peux tout à fait l'utiliser et l'imprimer en 3D. ZBrush est un outil qui malheureusement n'est pas libre de droit. Il y a beaucoup de brosses, ici il y a toute une série d'outils avec lesquels vous pouvez déformer, faire ce que vous voulez avec votre objet. Il y a des outils d'export pour l'impression 3D aussi, mais je pense que la version étudiante ça doit coûter environ 60 €. Il y a une version light, mais elle n'est pas complètement gratuite. Par contre, au niveau de la performance, c'est totalement abouti et quand vous faites même avec un objet 3 fois plus complexe, si vous faites ce type de voxelisation, vous n'avez plus aucun souci avec votre objet. Ici, ce que j'ai fait aussi de mon objet, j'ai fait une opération qui s'appelle décimation. Donc au début, quand on voxelise l'objet, il a une structure comme ça. Et après, il y a un outil qui est très similaire à celui de Cinema 4D qui s'appelle donc Z plugin Decimation Master. Là, on définit le pourcentage, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'ici, ça fonctionne vraiment très bien. Et donc, on fait un pré-process. Donc, il fait un petit calcul. Et il fait une petite analyse, il fait un petit calcul. Ça ne dure pas très longtemps. Et après, il va optimiser l'objet de la façon à ce que visuellement c'est à peu près la même chose. Il a très peu
il y a très peu de différence et pourtant le nombre de polygones est drastiquement réduit parce que chaque fois quand c'est une surface plane, il garde uniquement le nombre de polygones dont il a besoin pour pouvoir la définir sans plus que ça. Tandis que là, la voxelisation fait une sorte de subdivision homogène. Et donc là, on va faire decimate. Et voilà, vous voyez ici, dès que la surface est simple, il y a très peu de polygones. Quand la topologie est un petit peu plus complexe, il en garde un peu plus. Et puis, grosso modo, on se retrouve, voilà, ça c'est avant, après. Bon, il y a la couleur qui est un peu changée, mais à part ça, il n'y a pas un très gros changement. Et donc, à partir d'ici, on va l'exporter. Donc, cette plugin ici, donc ça s'appelle 3D Print Hub ici et on va exporter juste au format. Ah non, je ne vais pas l'exporter au format STL parce que Cinema 4D ne gère pas le format, il ne peut pas importer des formats STL, donc je vais l'exporter au format obj.obj. Donc export de ZBrush vers Cinema 4D enregistré. Voilà. Et donc ici ça continue à calculer, mais pendant qu'il continue à calculer, moi je vais ouvrir le nouveau objet pour vraiment bien regarder. Et donc c'était pas la bonne version de Cinema que j'ai lancée, c'est la R19, c'est la même qui est installée à l'atelier que je préfère avoir. Donc je fais un nouveau dossier, fichier, ouvrir, et donc j'ai export de ZBrush vers Cinema 4D. Ok, je vais ouvrir. Et ce qu'on va voir maintenant, ok, donc c'est nickel. Il n'y a pas de, il n'y a rien qui a l'air vraiment vilain. Ce qu'il faut voir maintenant, il faut voir l'orientation de polygone. On peut déjà jeter un coup d'œil dans Cinema 4D, même si ce n'est pas tout à fait évident, en mode polygone, avec un double clic sur un polygone. Cinema va nous sélectionner la totalité de l'objet. C'est juste que c'est un petit peu, ça prend un petit peu du temps parce que voilà, parce que l'objet est assez subdivisé. Combien il est subdivisé? Donc clic droit, information sur l'objet, il a 587 000 polygones. Donc pour Shapeways, c'est parfaitement, on aurait pu se permettre le double. Par contre, il faut savoir que quand on exporte un objet vers l'impression 3D, il faut que toutes les faces soient correctement orientées. Donc parfois il y a les faces qui sont flippées, ils sont juste retournées lors du processus de différents traitements, optimisation, subdivision, ainsi de suite. Et quand ils sont quand ils sont inversés, à ce moment-là, donc inversés, à ce moment-là, ils sont bleus quand ils sont sélectionnés, ils sont bleutés. Mais bon, ça ne se voit pas ici, ça ne se voit pas très bien. On voit uniquement quand ils sont sélectionnés. Sinon, une face normale, elle est jaune, tandis qu'une face inversée, normal, je vais inverser encore. Elle devient bleutée comme ça. Tout de suite, ça ne se voit pas très clair. Hein. Dans Maya, par exemple, on les voit directement en noir quand ils sont, donc on voit mieux. Et là, j'ai fait exprès, comme il n'y avait pas de soucis. J'en ai fait exprès pour en créer une ou deux. J'ai inversé de surface parce que ça c'est souvent suffisant pour ce que le logiciel, l'imprimante vous dit que l'objet n'est pas imprimable. Et donc là, je vais l'exporter en mode objet, donc fichier exporter au format STL vers Mesh Mixer parce que lui, il nous fait des analyses de diagnostic plus avancées que
ZBrush. Donc, et là, je vais faire vers Mesh Mixer. Enregistrer. Là, par contre, je vais garder la taille 1. Comme ça. Et il est possible, voilà, il va calculer l'export. Ça, c'est la nouvelle version de Cinema 4D. Et ici, par contre, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Le calcul est très lent. Donc, ça, c'est un test après à faire à la maison. Il est possible que, avec cette option-là, que ça va être, le résultat va être un petit peu plus honorable que tout à l'heure, mais moi je vais arrêter et je vais le redémarrer juste pour voir un petit peu, pour vous montrer les outils de diagnostic. Donc importer, donc ouvrir. Donc, ce que je vais vous demander, une fois quand vous avez visionné le cours, c'est en tant qu'exercice, essayez de garder à peu près le principe, à faire une petite cage comme ça, et vous pouvez, à part ça, créer un objet, ou même comme vous voulez, essayez de créer un objet pour l'impression 3D relativement fin, avec une certaine complexité, et après pour essayer de voir comment le préparer pour l'impression. Donc, ici, par défaut, Mesh Mixer, c'est le logiciel qui prépare pour une imprimante 3D qui s'appelle, qui n'est pas, c'est moi qui a configuré le Formlab Form 2. C'est l'imprimante la plus précise, en tout cas l'année passée c'était encore le cas, qu'on pouvait s'acheter pour avoir à la maison. C'est une imprimante laser qui ne fonctionne pas avec du filament qui est déposé, qui est chauffé et déposé, donc elle est beaucoup plus précise et elle peut faire des objets très fins. Par défaut, elle est configurée pour MakerBot Replicator, je crois. Oui, c'est ça. Ça, c'est les préférences par défaut. Donc, ça, c'est une imprimante assez mastoc qui fonctionne en dépôt de filament. Et quand on voit la plateforme ici, ça, c'est les plateformes de l'imprimante. Elle est comme ça, elle doit avoir quoi, une trentaine de centimètres. Donc, l'objet ici, il est complètement minuscule, hein, parce que moi, je l'ai pas mesuré, je l'ai pas analysé. Donc, évidemment, les proportions ici, la taille de l'objet et l'épaisseur de tous ces grillages, il est proportionnel à la taille de l'objet même. Ici, nous pouvons, par exemple, là il est déjà solide. Au niveau de transformation, on peut ici lui donner une plus grande taille. Par exemple, faire 3 pour déjà se retrouver quelque chose de plus raisonnable. Donc accepter, juste pour voir. C'est déjà, voilà, c'est déjà beaucoup plus proportionnel à la plateforme. Et là, dans les outils d'analyse, la première chose que je vais faire, je vais lancer l'inspecteur. Ça, il fait une sorte de diagnostic global où il va montrer les petits points problématiques. Et je peux vous dire, il y a toujours un petit peu, mais là c'est quasi insignifiant ce qu'il montre. Ça, ce sont de tout petits soucis qui sont dus à la voxelisation de ZBrush. Il y a des polygones qui sont un tout petit peu entrecroisés, mais je sais par expérience que sur Shapeways, ce genre de petit problème, il est assez bien géré, donc il n'est pas très grave. Donc ici par contre, ce qu'il va faire, il va couper, il va remplir avec du propre. Moi je préfère, au lieu de lui demander de remplir plat, de remplir d'une façon plus adoucie, parce que la forme elle est organique et quand il fait un remplissage plat, ben, on voit un petit peu trop.
Donc on lui demande de tout auto-réparer. Et donc voilà, il a enlevé tout ce qui était un petit peu impropre et donc il l'a rempli d'une façon assez... Comme les parties étaient un peu cachées, c'était pas grand-chose. Donc visuellement, c'est relativement insignifiant. Et à ce stade-là, on peut déjà... puis, ah oui, donc on peut faire une analyse ici de la finesse du maillage, dans quelle mesure il est approprié par rapport à Replicator 2, il va pas être, parce que avec une imprimante dépôt de filament, ça c'est une structure qui est beaucoup plus fine, beaucoup trop fine. Par contre, dans Shapeways, avec la plupart des matériaux, il n'y aura pas de souci. C'est juste pour vous montrer. Donc, si vous cliquez ici, ben, il va faire un certain calcul qui va durer un petit peu du temps. Et après, il va calculer là, si, il va mettre en rouge tous les épaisseurs qui ne peuvent pas être prises en charge par Replicator 2. Moi, je peux vous dire par expérience que quasi tout va être en rouge parce que Replicator n'est pas une imprimante qui fait ce genre de choses. Ce n'est pas fait pour ça. Là, vous allez trouver votre bonheur si vous imprimez des choses un petit peu plus conventionnelles, des objets plus homogènes, sans ce genre d'exigence. Ça fonctionne plutôt bien, mais voilà. Donc ici tout va être en rouge. Par contre, si on change en mode forme 1 ou forme 2, ce que c'était tout à l'heure, ben, du coup les épaisseurs du coup vont être plus adéquates parce que c'est une imprimante qui est beaucoup plus fine, mais là par contre la taille du plateau est beaucoup plus petite et donc il faut voir si la taille convient. Voilà, moi j'arrête ici cette partie et puis on va continuer dans une prochaine vidéo.